Donald Trump affirme contrôler le détroit d'Ormuz tout seul, sans personne d'autre, sauf qu'il y a un détail qu'on ne vous a pas dit, et ce détail change complètement la lecture de ce qui se passe au Moyen-Orient en ce moment. Non, ce n'est pas une coïncidence de calendrier, non, ce n'est pas un accord régional de plus parmi tant d'autres. Ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, c'est la preuve que plusieurs alliés historiques des États-Unis sont en train de se réorganiser entre eux, sans Washington, et que Trump lui-même, pendant ce temps, était en train de se cacher dans un camion de restauration à l'aéroport d'Ankara. Oui, vous avez bien entendu. On va vous montrer les deux faits ensemble, parce que, pris séparément, ils racontent une histoire. Pris ensemble, ils racontent la vraie histoire. C'est pas juste une affaire de diplomatie régionale. C'est un problème de crédibilité américaine à l'échelle mondiale et ça touche directement votre portefeuille parce que ça touche le dollar, le pétrole et la dette. On va avancer en 3 temps. D'abord la surface, ce qui vient officiellement d'être signé au Moyen-Orient. Ensuite, le mécanisme, pourquoi ça arrive maintenant et qui en profite vraiment. Et enfin, la conséquence, ce que ça veut dire pour l'équilibre mondial dans les mois qui viennent. Et tenez-vous bien, parce que l'élément le plus révélateur de toute cette histoire, ce n'est même pas l'accord lui-même. C'est ce que Donald Trump a fait pendant que cet accord se signait dans son dos. Le 7 août 2026, à Ankara, l'Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan ont signé ce qu'on appelle déjà le pacte de la Mecque. Le prince héritier Mohammed Ben Salman, le président turc Recep Tayyip Erdogan et le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif ont formalisé un accord de défense mutuelle. Ce fait est établi, documenté, signé publiquement. Ce pacte s'appuie sur un accord bilatéral antérieur, signé le 17 septembre 2025 entre Riyad et Islamabad, à Riyad, dans le palais Al-Yamama. Ce premier accord liait déjà l'Arabie saoudite au seul pays musulman qui possède l'arme nucléaire. Regardez bien ça, ce n'est pas un simple communiqué de bonnes intentions. Le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Ishaq Dar, a déclaré publiquement que l'accord était purement défensif, mais qu'il restait ouvert à d'autres pays prêts à en respecter les principes. Et devinez qui frappe déjà à la porte. L'Égypte est pressentie pour rejoindre l'Alliance. Le Qatar, lui, a réagi directement. Le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères a déclaré, je cite, que Doha accueille favorablement toute coopération régionale au service de la sécurité, de la stabilité et de la défense de la région, en insistant sur les relations fraternelles avec l'Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan. Le Wall Street Journal a résumé la situation d'une phrase qui mérite qu'on s'y arrête. Les États du Golfe acceptent une nouvelle normalité dans le détroit d'Ormuz. L'Iran est en position de contrôle. En clair, plusieurs pays exportateurs de pétrole et de gaz du Golfe considèrent désormais en interne que les États-Unis ont perdu ce bras de fer et qu'il vaut mieux composer avec la réalité iranienne plutôt que de continuer à parier sur un parapluie militaire américain qui montre ses limites. Bon, à ce stade, on pourrait se dire que c'est juste un accord de défense de plus entre 3 pays musulmans, une alliance régionale banale comme il en existe des dizaines dans le monde. Sauf que non, parce que le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a lui-même commenté cette alliance en disant qu'il n'y avait aucune raison pour Téhéran de s'en inquiéter, que ce pacte reposait sur des liens religieux, historiques et civilisationnels, et qu'il n'était en rien dirigé contre l'Iran. Vous voyez le problème ? Le pays que Washington présente depuis des décennies comme la menace numéro 1 dans la région applaudit tranquillement la formation d'un bloc de défense entre 3 alliés historiques des États-Unis. Le South China Morning Post, qui est un journal chinois, a résumé la situation avec une franchise brutale. L'accord de type OTAN entre l'Arabie saoudite, le Pakistan et la Turquie met en lumière les doutes croissants dans la région sur la dépendance excessive envers Washington. Le grand marché sécuritaire entre les États-Unis et les pays du Golfe est perçu à Pékin comme en train de se fissurer, ce qui crée, selon les analystes cités, une ouverture pour que la Chine élargisse sa présence dans la région. Le chercheur Imran Khurshid du Middle East Forum note même que la Chine utilise le Pakistan comme porte d'entrée pour promouvoir ses propres systèmes d'armement dans la région, en s'appuyant notamment sur la réputation du chasseur JF-17 pendant le conflit entre l'Inde et le Pakistan l'an dernier. Et
Et voilà où ça devient intéressant. Pendant que ce premier accord se négociait, un deuxième mouvement, presque invisible, se produisait en parallèle. La Chine a établi des contacts directs avec les Houthis au Yémen, ce qui explique en grande partie pourquoi les navires chinois continuent de traverser le détroit de Bab el-Mandeb avec une facilité que peu d'autres flottes obtiennent aujourd'hui. Selon plusieurs analyses reprises par la presse spécialisée, la Chine maintient également son accès au pétrole du Moyen-Orient par deux canaux distincts. Du pétrole saoudien transporté sur des tankers liés à des intérêts chinois traversant des eaux sous blocus partiel des Houthis, et du pétrole iranien acheminé via des transferts navire à navire au large de la Malaisie. C'est pas une allégation en l'air, ce sont des routes maritimes documentées par plusieurs analystes du secteur énergétique. Ce qui m'amène à un point qu'il faut vraiment prendre le temps de digérer. C'est pas seulement que les États-Unis perdent de l'influence au Moyen-Orient. C'est que chaque acteur régional qui s'éloigne de Washington ne tombe pas dans le vide, il tombe directement dans les bras de Pékin, qui attend patiemment depuis des années exactement ce moment-là. Et c'est là que Donald Trump, en pleine négociation régionale contre lui, monte sur scène pour affirmer, avec sa certitude habituelle, que les États-Unis contrôlent totalement le détroit d'Ormuz. Écoutez-le lui-même. L'Iran, ça va très bien. Ça va absolument très bien. On contrôle totalement le détroit d'Ormuz, on a le contrôle là-dessus, personne d'autre, seulement nous, notre marine est incroyable. Et les choses vont très bien pour notre pays. Voilà ce qu'il a déclaré, mot pour mot, alors même que le Wall Street Journal documentait au même moment l'acceptation par les pays du Golfe eux-mêmes du contrôle de facto iranien sur ce même détroit. Attendez, parce qu'il y a un détail technique qu'on oublie trop souvent de préciser. Les intercepteurs américains ont montré des limites documentées face aux missiles balistiques iraniens les plus récents, capables de modifier leur trajectoire en plein vol. Ce n'est pas une opinion, c'est un constat technique largement rapporté par plusieurs analystes de défense. Iran a aussi développé et déployé ses drones Shahed à grande échelle, un arsenal que plusieurs experts qualifient désormais de repère de puissance régionale à part entière. Ce qui reste en revanche une interprétation du host et non un fait établi, c'est l'idée que l'Iran contrôle militairement le détroit au sens strict. Ce qui est établi, c'est que les pays riverains eux-mêmes, selon le Wall Street Journal, ont cessé de se comporter comme si Washington tenait encore ce verrou stratégique. Le vrai problème, ce n'est pas que Trump exagère, c'est que sa version des faits ne correspond même plus à ce que ses propres alliés du Golfe racontent en privé aux journalistes. Plus il répète qu'il contrôle le détroit, plus c'est la preuve qu'il ne le contrôle plus. Le ministre iranien Araghchi a même précisé que plusieurs de ses homologues étrangers, en privé, lui auraient dit que l'Iran avait réussi, je cite l'esprit de ses propos rapportés, à tenir tête aux États-Unis contre toute attente et que cela avait démontré un courage remarquable. Ce genre de déclaration reste attribuable à une seule source, donc à traiter comme une allégation rapportée, pas comme un fait établi. Mais ce qui, EST, établi, documenté noir sur blanc, c'est que Araghchi a eu un entretien téléphonique avec le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, au cours duquel les deux responsables ont noté que l'insécurité dans le détroit d'Ormuz résultait exclusivement de l'agression militaire américaine. Un ministre d'un pays membre de l'OTAN qui reprend ce cadrage face à Téhéran, ce n'est pas un détail anodin. Araghchi s'est aussi entretenu avec le ministre italien Antonio Tajani. Ce n'est pas juste un fil diplomatique isolé, c'est un schéma qui se répète avec plusieurs capitales européennes en même temps. Et c'est même pas le plus gros morceau de cette histoire. Parce que pendant que le Moyen-Orient se réorganise sans les États-Unis, il y a un deuxième dossier qui avance en parallèle, presque invisible, et qui explique en grande partie pourquoi Washington n'a plus la même crédibilité pour peser sur ces négociations. Petite précision qui a son importance avant d'aller plus loin. Les chiffres militaires qui suivent proviennent d'estimations largement citées dans le débat public américain sur les dépenses de défense depuis 2006. Ils doivent être compris comme un ordre de grandeur documenté, pas comme un audit comptable ligne par ligne. Depuis 2016, les dépenses militaires américaines cumulées dépassent les 10 000 milliards de dollars, soit à peu près l'équivalent de reconstruire l'intégralité du réseau autoroutier américain plusieurs fois. Et pourtant, plusieurs rapports internes évoquent un moral historiquement bas chez les marins déployés sur les porte-avions restants dans la région, ainsi que des stocks de munitions sous tension après des mois de frappes répétées contre les Houthis et l'Iran. Pendant ce temps, l'administration Trump pousse un projet de nouveau cuirassé
une classe surnommée informellement classe Trump, avec un coût estimé entre 300 et 400 milliards de dollars. Ici, il faut être honnête et donner à l'autre camp l'argument le plus solide qu'il est vraiment, sans le caricaturer. L'argument le plus solide de l'autre côté, c'est que un navire de surface lourdement blindé peut effectivement encaisser certains types d'attaques de saturation, là où un navire plus léger coulerait, et que la marine américaine a un besoin réel de renouveler une partie de sa flotte vieillissante. Ce n'est pas un argument absurde, il a une vraie cohérence technique. Sauf que la réfutation ne vient pas d'une opinion, elle vient d'un simple fait d'actualité militaire documenté depuis plusieurs années maintenant. À répétition, des drones à bas coût et des essaims de munitions rôdeuses ont réussi à endommager ou neutraliser des navires bien plus modernes que ces futurs cuirassés dans plusieurs conflits récents suivis par les analyses de défense, ce qui a précisément poussé la Chine à investir massivement dans les drones, les essaims robotisés et les submersibles sans pilote plutôt que dans des coques géantes et coûteuses. En clair, pendant que la Chine construit l'arme qui coule un cuirassé, les États-Unis construisent le cuirassé. Il faut vraiment que je vous montre un truc absurde à ce sujet. Il a fait faillite avec plusieurs casinos construits côte à côte à Atlantic City. Et aujourd'hui, il décide de la doctrine navale des États-Unis pour les 30 prochaines années. Ça inspire confiance. C'est là que le tableau change vraiment. Parce que cette histoire de cuirassé surdimensionné n'est pas un accident isolé de mauvaise gestion budgétaire. C'est un schéma. Et ce schéma a un deuxième volet, encore plus politique, qui touche directement l'OTAN elle-même. Le ministre israélien de la diaspora, Amichai Chikli, a tenu des propos publics qui méritent d'être cités presque intégralement, tant ils sont explicites. Selon ses propres mots rapportés, un réseau d'alliances a été construit en Europe avec la droite conservatrice, en citant nommément le parti Vox en Espagne et son dirigeant Santiago Abascal, ainsi que Jordan Bardella et Marine Le Pen en France, et en mentionnant avoir accueilli Tommy Robinson, figure de l'extrême droite britannique. Chikli est allé jusqu'à évoquer la possibilité de guerre civile en Europe et de changements profonds à venir au Royaume-Uni comme en France. Ceci reste une déclaration publique, attribuée nommément à un ministre en exercice, donc un fait de niveau 2, rapporté et vérifiable, pas une interprétation du host. Accrochez-vous, parce que ça va plus loin que ça n'en a l'air. Ce réseau d'alliances avec des partis d'extrême droite européens n'est pas présenté par ses propres artisans comme un simple rapprochement diplomatique de courtoisie. Il est explicitement pensé comme un levier pour affaiblir les démocraties libérales européennes de l'intérieur. Et c'est précisément là que la boucle se referme avec le premier fil de cette histoire. Une OTAN affaiblie de l'intérieur par ses propres alliés politiques ne peut structurellement plus offrir la même garantie de sécurité à des pays du Golfe qui, eux, cherchent justement une alternative fiable. Ils n'ont pas affaibli l'OTAN de l'extérieur. Ils l'ont vidé de l'intérieur avec leurs propres alliés. Et pendant que ce deuxième fil se joue dans les capitales européennes, à Tel Aviv, l'inquiétude monte pour une raison très différente. Le ministre israélien de l'Agriculture, Avi Dichter, a qualifié publiquement cette nouvelle alliance sunnite entre l'Arabie saoudite, le Pakistan et la Turquie de, je cite, « très problématique pour l'État d'Israël », en rappelant que le Pakistan possède l'arme nucléaire et que la vigilance doit rester maximale. Netanyahou, de son côté, continue de revendiquer publiquement le plateau du Golan et d'exclure toute forme d'État palestinien, une posture qui, selon plusieurs analyses de politique étrangère, reprises dans la presse régionale, accélère justement le rapprochement entre pays arabes plutôt que de l'empêcher. Ce sentiment que vous aviez peut être, en entendant Trump répéter que tout allait très bien, que quelque chose ne collait pas avec la réalité sur le terrain, ce sentiment était fondé, pas exagéré. Revenez avec moi à la question du départ. Trump affirmait contrôler seul le détroit d'Ormuz. Vous êtes venu pour comprendre une déclaration présidentielle. Vous repartez avec la preuve que, pendant que cette déclaration était prononcée, 3 alliés historiques des États-Unis signaient un pacte de défense sans Washington, que la Chine négociait tranquillement avec les Houthis et que le président lui-même, quelques jours plus tôt, s'était fait exfiltrer d'un aéroport turc à l'intérieur d'un camion de restauration, selon les informations d'abord révélées par le Washington Post, et reprises ensuite par The Hill et ABC News, par crainte d'une menace iranienne.
l'ironie documentée noir sur blanc par les mêmes reportages, c'est que l'avion officiel a quand même décollé 20 minutes plus tard avec la presse et une partie de l'entourage à son bord, comme si de rien n'était, pendant que le vrai président volait déjà sur un autre appareil. Ce que ce détail révèle n'est pas anodin, ce n'est pas de la maladresse, c'est une manière de faire répéter, dire publiquement une chose et se comporter en coulisses de façon exactement inverse. Contrôler le détroit en public, fuir discrètement une menace régionale en coulisses, défendre l'OTAN en public, financer des partis qui cherchent à la fragmenter de l'intérieur en coulisses. Vous voyez le fil rouge ? Ce qui devrait nous inquiéter, ce n'est pas seulement un cuirassé trop cher ou un accord régional de plus, c'est que chacune de ces failles, prises isolément, ressemble à un incident. Mais empilées les unes sur les autres, elles dessinent un pays qui perd, morceau par morceau, la confiance de ses propres alliés les plus anciens, pendant qu'un concurrent patient engrange méthodiquement chaque occasion laissée sur la table. Qui sème le vent récolte la tempête. Et là, la tempête, c'est pas Trump qui va la payer en premier. Et rien ne dit que ça s'arrête là. Et pendant que cette question reste sans réponse à Washington, ce sont les marins sur ces porte-avions à bout de souffle, les alliés européens qui voient leur propre parti politique infiltré, les familles qui financent des cuirassés à 400 milliards de dollars, qui absorbent le coût réel de tout ça, pendant que les porte-paroles continuent, eux, de répéter que tout va absolument très bien. Ce n'est probablement pas terminé. Le Qatar et l'Égypte pourraient officiellement rejoindre le pacte de la Mecque dans les prochaines semaines. L'Iran continue ses appels avec les ministres européens et personne, à ce stade, ne sait vraiment jusqu'où cette recomposition va aller, ni ce qu'il restera de l'influence américaine dans la région une fois la poussière retombée. Si vous voulez qu'on continue à suivre cette recomposition du Moyen-Orient et de l'OTAN ensemble, abonnez-vous à la chaîne, parce que ce dossier ne va pas se refermer tout seul dans les prochaines semaines.